Bonjour, je m'appelle Nicolas et je vous donne rendez-vous tous les mercredis à 8h dans Nous, le podcast qui met en avant des parcours de vie. Nous, c'est l'idée que chacun de nous a une histoire à raconter. Chaque récit que nous partagerons ici nous rappellera que derrière chaque individu se cache un parcours unique, mais aussi des combats, des triomphes et des leçons qui résonnent en chacun de nous. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons découvrir le témoignage d'Amina. Depuis 3 ans, elle est victime d'un véritable cauchemar, une usurpation d'identité. Des personnes malveillantes se sont procurées sa carte d'identité et s'en servent dans les transports en commun. Lors des contrôles, ils présentent ses papiers à elle, sans jamais avoir de titre de transport. Résultat, Amina reçoit des amendes majorées à répétition. Et aujourd'hui, la facture s'élève à plus de 30 000 €. Préparez-vous à découvrir le pouvoir de la résilience face aux épreuves de la vie. Parce qu'ensemble nous sommes plus forts, bienvenue dans Nous. Bonjour Amina. Bonjour Nicolas. Merci d'être avec nous et d'avoir accepté de venir nous parler de cette terrible injustice, on peut dire ça? Oh oui, on peut dire ça. Merci à vous de me donner la parole et l'opportunité de m'exprimer sur ce sujet. Pouvez-vous vous présenter à nos auditeurs et nous expliquer brièvement votre histoire? Donc, je suis Amina Garcia, j'ai 21 ans, je suis étudiante à Bordeaux en alternance chez SNCF Voyageurs et je suis en master management. Je suis victime d'usurpation d'identité depuis 3 ans maintenant. Le calvaire a commencé avec une première amende datant du 16 avril 2022 et le calvaire juridique a lui commencé en juin 2023. C'est-à-dire que quelqu'un s'est procuré vos papiers d'identité? À la réception du premier courrier me réclamant 13 000 € d'amende. 13 000 €. 13 000 €. Je n'y ai pas cru, en fait. Pour tout vous avouer, je pensais que c'était une blague ou une erreur parce que je ne prenais pas le train. À l'époque, je vivais à Nîmes, j'avais une voiture, etc. Et j'ai pas pris la chose au sérieux au début parce que je pensais que c'était pas réel. Et c'est en allant à la gendarmerie que j'ai compris qu'effectivement, c'était quelque chose de beaucoup plus sombre et grave et que c'était probablement une usurpation d'identité. J'avais entendu parler du phénomène, mais c'est vrai que je ne savais pas vraiment ce que c'était pour de vrai. Et en fait, quand je suis allée à la gendarmerie et qu'on m'a dit effectivement, là, vous avez tellement d'amendes que c'est pas normal, vous êtes certainement victime d'usurpation d'identité. Ça a été un coup de massue? Ça a été un coup de massue après mon premier dépôt de plainte, du coup, le 23 juin 2023. Là, j'ai réalisé que j'avais un gros problème et que je ne savais pas du tout comment se gérer ce phénomène, en fait, quelque part. Enfin, c'est quelque chose vraiment qui nous tombe dessus, quoi, et on est quelque part pris au piège, en fait, par ces amendes. On voit les bordereaux d'amendes qui défilent, on voit les montants à chaque fois des amendes majorées. On se pose des questions, on se dit mais alors déjà comment est-ce que ça se fait ? J'ai jamais perdu ma carte d'identité. Et vraiment on se remet en question. Vous aviez quel âge la première fois? Eh bien du coup j'avais 19 ans. C'est jeune. Oui, c'est jeune. C'est jeune et je pense que depuis tout ce temps, ce qui m'aide un petit peu, c'est l'entourage, la famille, les amis. C'est ça aussi qui permet de tenir et de se dire qu'effectivement, c'est très long, c'est très compliqué, c'est très dur, mais il faut continuer. Parce qu'on a des gens qui nous aiment, qui nous soutiennent, même si effectivement, eux n'ont pas forcément les solutions aux problèmes, ça donne du baume au cœur. Ce qui est incroyable, c'est que malgré ces amendes, comme je l'évoquais au départ, de plus de 30 000 €, ce qui est énorme, aujourd'hui, je ressens votre force, en fait, de vous battre, en fait, d'y arriver. Et je sais pas d'où vous trouvez ça. Moi, je serais totalement anéanti, en fait, à votre place. J'ai beaucoup de personnes qui m'ont dit ça, qui m'ont dit, moi je sais pas comment tu fais, je serais certainement tombée en dépression, ou en burn-out, etc. Moi, c'est vrai que ça se manifeste par beaucoup de fatigue. Je suis très 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 fatiguée et c'est surtout de la fatigue psychique.
parce que je suis un peu sur le qui-vive tout le temps. Je pense à ce que je dois faire, à ce que je dois pas faire aussi. Et c'est vraiment une énergie qui doit être là constamment, en fait. Parce qu'on ne peut pas vraiment se relâcher, en fait, avec l'usurpation, parce qu'il y a toujours un truc nouveau, il y a toujours quelque chose qui arrive. C'est peut-être du courage, parce que j'aime pas trop le mot de résilience, parce que c'est vrai que j'ai pas très envie de parler de résilience avec l'usurpation. Parce que la résilience, ça serait plus le fait de se dire « Ok, je suis en situation d'usurpation, j'accepte ». Mais non, je peux pas accepter qu'on utilise mon nom, mon identité, mon prénom pour faire sa vie. Et je dirais que c'est plutôt vraiment du courage de lutter contre l'usurpation, plus que de la résilience. Je préférerais m'attribuer le mot de courage que résilience. Ça vous arrive d'avoir des moments de doute ? Oui. J'ai eu un très grand moment de doute la semaine dernière. En fait, j'ai appelé mon frère, mon grand frère, et en fait, j'étais pas bien. J'ai dit, je vais tout arrêter parce que physiquement et mentalement, je ne peux pas jongler entre mon alternance, mes études, plus l'usurpation, qui est vraiment un métier à temps plein. J'ai dit, mais je peux pas. En fait, il faut que je fasse un choix, que soit j'arrête mes études et que je m'occupe que de l'usurpation, soit je laisse tomber l'usurpation, mais alors du coup, je vais être submergée d'amendes, etc. Et c'est les moments où il y a un petit trop-plein, en fait, où vraiment, c'est un moment de craquage, en fait. Ce qui est normal dans la situation et dans laquelle vous êtes. Je pense que c'est normal, ouais. Moi, ça se manifeste surtout par de l'énervement et un peu de colère, plutôt que... Pas tellement de tristesse, c'est vraiment plutôt de la colère. Généralement, j'explose un peu quand c'est trop. Vous avez déposé 14 plaintes pour contester tous les faits qui vous sont reprochés. J'en ai déposé 2 nouvelles pour 2 autres amendes que j'ai reçues la semaine dernière, plus un autre phénomène un peu particulier qui est le spoofing, l'usage de mon numéro de téléphone utilisé par des compagnies de démarchage téléphonique qui s'affichent lorsqu'elles appellent des personnes pour les démarcher, en fait. Et du coup, j'ai été obligée de signaler ce fait. Alors, ça n'a pas de lien avec l'usurpation, mais j'ai quand même dû le signaler parce que si on se met maintenant à utiliser mon numéro de téléphone en prime de tout ce que j'ai comme problème, c'est compliqué. Comment ça se passe quand vous allez déposer des plaintes ? C'est très compliqué. Au début, ça se passait pas toujours très bien. J'étais pas forcément très bien accueillie parce que quand j'en étais à mon 4e, 5e dépôt de plainte, on me disait « Mais madame, vous avez déjà déposé plainte ». Et moi, ce que je devais expliquer à chaque fois, c'est qu'en fait, on me demande de justifier et de prouver que je n'étais pas sur les lieux au moment des faits. Et en fait, ça doit se traduire à travers un dépôt de plainte à chaque infraction. Et ça, c'est quelque chose que beaucoup n'ont pas compris au début, en fait. Et ils se disaient, mais oui, mais vous en avez déjà 3, madame, vous n'allez pas déposer plainte à l'infini. Et en fait, c'est que je n'ai pas le choix. Parce que si je dépose pas plainte, on considère que je me suis pas manifestée et que j'ai pas contesté les faits. J'ai principalement déposé des plaintes en gendarmerie. Il y a eu une fois où c'était un peu étrange. On vous avait dit, madame, changez de nom, comme ça au moins tout est réglé. Oui, ça m'a blasée. Vraiment, j'étais blasée parce qu'en fait, donc je suis allée pour déposer plainte. Je crois que c'était le 8e dépôt de plainte, 8 ou 9e. Et en fait, on m'a dit, là, franchement, madame, dans votre cas, le plus simple, ça serait peut-être de changer de nom. Je leur ai dit, oui, non, mais on change de nom comme ça. Je leur ai dit, mais vous vous rendez compte de ce que vous me dites ? En fait, sous prétexte qu'il n'y a aucune loi qui existe et que personne ne fait rien, je serais obligée de changer de nom alors que des personnes utilisent mes informations personnelles à des fins illégales, quoi. Je leur ai dit, mais c'est pas normal. Et c'est pour ça que c'était important pour moi de vous inviter aujourd'hui, parce qu'il y a environ entre 200 et 400 000 personnes qui se font voler leur papier d'identité chaque année. Et c'est vrai que nos pièces d'identité peuvent arriver entre les mains de personnes malhonnêtes, d'où l'importance de faire attention et à qui on donne le double de ses papiers. Il faut être vigilant. Souvent, le début de ce type d'arnaque vient d'annonces immobilières, en fait, quand vous postulez pour un appartement ou également sur des fausses offres d'emploi. La personne n'a plus qu'à mettre sa photo et le tour est joué. Potentiellement, c'est ce qui a pu vous arriver, même si vous avez un peu de doute pour savoir d'où ça vient exactement aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai bien réfléchi et la seule piste éventuelle que j'ai,
ça serait l'envoi d'un dossier d'inscription pour mon BTS à Nîmes. Parce qu'en fait, j'avais envoyé le dossier par courrier. De mémoire, il y avait une photocopie de ma carte d'identité dedans. Vous savez, c'est les dossiers d'inscription scolaire classiques. Et le lycée l'avait reçu, parce que nous, on a reçu l'accusé de réception tamponné par l'établissement scolaire. Sauf que moi, quand je me suis rendue donc, dans l'établissement en septembre, on m'a dit qu'ils n'avaient pas retrouvé mon dossier. Et sur le moment, en fait, moi, ça m'a pas fait tilter. Enfin, je me suis dit, bon, bah, c'est administratif, ils ont peut-être 50 000 dossiers, ils ont peut-être dû paumer le mien entre plusieurs. C'est la seule piste éventuelle que j'ai, en fait. Mais j'ai aucune certitude, étant donné que j'ai reçu l'accusé de réception tamponné. Voilà. C'est la seule piste où je me dis peut-être qu'il a été volé par quelqu'un. Voilà. C'est frustrant de ne pas savoir. À ce stade, non. À ce stade, ça l'est plus, parce que je me dis que le fait de savoir d'où ça part ne résoudrait pas le problème que j'ai aujourd'hui. Si ça pouvait le résoudre, je me ferais une raison et je me dirais essaye de réfléchir, repense à tout ce que tu as pu faire, etc. et cherche. Mais là, à ce jour, étant donné que je suis victime potentiellement d'un réseau d'usurpatrices, parce qu'il y en a dans toute la France, c'est terrible. En fait, ça n'aurait pas forcément d'intérêt de savoir vraiment d'où ça part. Tout à l'heure, vous nous parliez de votre famille, mais vous êtes également aidé par une association. Tout à fait. Je suis en relation avec l'association Réseau Club depuis maintenant bien 10 mois. En fait, je les ai trouvés en chinant un petit peu sur Internet parce que je me suis dit, là, il faut que je trouve de l'aide. J'arrivais pas à trouver d'avocate à l'époque, etc. C'était très compliqué. Et je les ai trouvés par hasard. En fait, ils m'ont un peu inspiré confiance. Je me suis dit que ça pouvait valoir le coup de les contacter. Et dès la première prise de contact, je me suis dit, OK, je pense qu'ils sont très sérieux et qu'ils vont pouvoir m'aider. Donc, en fait, j'aimerais vraiment remercier surtout Madame Azevedo, la présidente, ainsi que tous ses collaborateurs qui font un travail extraordinaire, qui sont très humains, qui nous redonnent en fait le courage et qui nous donnent envie d'avancer et de continuer à se battre. Parce qu'ils ont des billes, ils ont d'expérience, ils savent comment essayer de lutter contre la fraude. Sans eux, je pense que je serais coincée et je n'aurais aucune alternative, aucune chance ni aucune possibilité de m'exprimer, d'en parler à des personnes plus haut placées pour essayer de trouver une solution. Donc, Vous êtes en contact avec eux régulièrement ? Bien sûr. Là, avec tout ce qui se passe, j'envoie à peu près un mail par semaine. Parce que je fais toujours des reportings, on va dire, de tout ce qui arrive, les nouvelles amendes, etc., les appels téléphoniques, les renseignements que j'ai. Et c'est quotidien, très quotidien, oui. L'usurpation d'identité, c'est un enjeu de société aujourd'hui ? C'est un enjeu de société, surtout avec le développement de l'intelligence artificielle. Je pense qu'il va y avoir de plus en plus de cas d'usurpation, divers et variés. Ça pourra être bancaire, comme administratif, comme pour les transports, comme plein de choses. Et je pense que c'est un vrai enjeu. Parce qu'avec l'IA, on peut faire maintenant de très très belles choses, mais c'est vrai que si c'est utilisé par des personnes, ça fait peur. Ça fait peur parce que ça bouleverse une vie en fait, tout simplement. Ça fait peur parce que je ne sais pas si vous tombez souvent sur les vidéos faites avec l'IA, quand on voit Poutine, quand on voit le président américain Donald Trump qui sont en train de s'embrasser, se faire des choses, et on pense vraiment que c'est des vraies images. Et il y a quelque chose qui m'a marqué dans ce que vous avez dit, et c'est important de le rappeler à vous, chers auditeurs, chères auditrices. C'est important de le dire, c'est qu'on est tous potentiels victimes de ce type d'arnaque. Exactement. Et c'est très important parce que c'est vraiment quelque chose qui nous tombe dessus. Et je pense que c'est le bon terme. Ça nous tombe dessus du jour au lendemain. Et c'est vrai que ça peut arriver à tout le monde. Malheureusement, personne n'est à l'abri de ce phénomène. Et c'est vrai qu'il faut essayer de s'en prémunir. Donc ne pas envoyer ses documents d'identité. Ou au moins mettre un filigrane quand on envoie un document parce qu'on n'a pas le choix de le faire. C'est-à-dire que le filigrane permet de dire que c'est pas l'original. Alors voilà, ça permet de limiter, parce que je dis pas que ça permet de stopper ni d'empêcher, mais ça limite la contrefaçon d'une pièce, parce que du coup, ce sera
ce sera inscrit sur la pièce et du coup, une personne qui veut contrefaire la pièce d'identité ne pourrait pas parce qu'on verrait qu'il y a déjà un filigrane et du coup, la pièce serait fausse, quoi. Suite à ton histoire, est-ce que tu as encore confiance aux gens ? J'ai confiance en l'homme parce que il faut pas oublier qu'on est tous sur Terre et qu'il y a le bien comme le mal. Il y a une part de l'homme qui est sombre et une part de l'homme qui est bienveillante et bonne. Et je pense qu'il faut pas mettre tout le monde dans le même panier. Effectivement, il se passe des choses horribles, comme l'usurpation. C'est un côté très sombre de ce que l'homme est capable de faire. Mais je pense qu'il faut quand même continuer de lutter et de combattre pour essayer de faire disparaître ce phénomène. Tu as un peu plus de 30 000 € d'amende majorée aujourd'hui. Tu as des saisies sur salaire pour ces fraudes que tu n'as pas commises ? J'ai eu une saisie sur salaire l'année dernière de 555 € par une trésorerie, je crois que c'était la trésorerie d'Orléans. Et cette année, j'ai beaucoup de prélèvements sur mes comptes. Pas de saisie sur salaire, mais on vient directement sur mes comptes pour récupérer l'argent qui est dû. Voilà, par les trésoreries. Donc je ne peux rien faire. La banque ne peut rien faire non plus parce que c'est un ordre qui vient de l'État. Donc en fait, ils sont obligés d'obéir et de faire le virement demandé. Là, les 2 dernières amendes, c'était 1 800 € pour avoir pris le métro sans payer dans Paris. Voilà, donc 10 PV 1 800 €, car majoré, mais vous vous rendez compte de la somme. Et là, 360 € pour avoir eu 2 PV, pour avoir pris le bus sans payer à Chartres. Comment est-ce que tu fais pour payer ? Je peux pas payer, comme vous pouvez l'imaginer. Quand on te saisit, c'est-à-dire que tu as ton compte qui est débiteur ? J'ai mon compte qui est prélevé, oui, tout à fait. Mais qui est vide ? Et qui se vide, oui, tout à fait. Il y a encore là, il y a une semaine, du coup, j'étais à moins. Forcément, du coup, j'avais moins 500, je sais plus, moins 200, je sais plus. J'étais à moins. Donc là, tu es alternante et en fait, tu payes ce que tu gagnes, en fait, c'est pour payer quand tu dois payer. En partie, oui, tout à fait, parce que je suis prélevée, en fait. Donc moi, j'ai pas mon mot à dire, en fait, par rapport à ces saisies. Tu es Banque de France aujourd'hui ? Non. J'ai la chance de ne pas être Banque de France. Je check régulièrement, j'envoie des courriers recommandés pour leur redire que je suis en situation d'usurpation et qu'il ne faut accepter aucune demande de crédit en mon nom parce que c'est pas moi. À chaque fois, je suis obligée de réitérer l'information, quoi. Donc, comme tu nous l'as dit, c'est beaucoup d'énergie, de fatigue, mais également de l'argent parce que tu dois forcément contacter tous ces organismes, envoyer des recommandés pour que on puisse tenir à jour ton dossier. Tout à fait. Heureusement, j'ai ma famille qui m'aide financièrement parce que c'est vrai que sinon, je pourrais pas en fait. Quand vous avez un trou un jour de 260 €, là la semaine dernière 260 € en moins. Vous faites comment ? Moi, je suis étudiante. Vous voyez, pour tout le monde, je pense que 260 €, c'est quand même pas une somme anodine. Heureusement, on a pu me faire un virement pour que je puisse continuer mon mois. Mais c'est juste que sur du long terme, vous vous rendez compte que c'est pas tenable. Imaginez si demain, on me réclame, je sais pas, moi, 5 000 € d'un coup. Voilà, 5 000 € parce que vous avez, je sais pas, peut-être 200 PV d'un coup, je sais pas, je vous dis une bêtise. Mais vous vous rendez compte, vous pouvez pas vous retrouver du jour au lendemain avec moins 5 000 € sur le compte. Puis, ce que j'aimerais ajouter, c'est parce que je check tout. Je n'ai pas reçu de courrier me prévenant que j'allais être saisie de ces 260 € là. Je l'ai vu parce que je consulte mes comptes bancaires. Donc c'est de la surveillance permanente, voilà. Tu vis une injustice aujourd'hui ? C'est une très grosse injustice morale, surtout morale, financière bien sûr, mais au-delà du financier, même si c'est catastrophique, moralement c'est terrible, vous vous rendez compte ? On utilise votre nom, votre prénom, votre date de naissance pour obtenir des APL, prendre les transports en commun, faire sa vie en fait, faire sa vie de A à Z. Et moralement, je trouve que c'est vraiment abject, honnêtement. Voilà. C'est une vraie injustice. Que dit la loi par rapport à l'usurpation d'identité ? Alors, la loi, elle dit que
tant qu'il n'y a pas eu de procès et qu'on n'a pas retrouvé les usurpateurs, et qui n'ont pas été reconnus comme étant usurpateurs, je ne serai pas reconnue comme victime d'usurpation. Donc tant que je n'aurai pas eu de procès avec mes usurpateurs, je serai toujours condamnée comme suspecte de fraude. Suspectée de fraude. Il faut que ça change. Il faut changer la loi. Il faut changer la loi parce que je ne peux pas concevoir qu'après 16 dépôts de plainte, je puisse être encore soupçonnée d'avoir fait toutes ces infractions. Vous avez essayé de contacter le gouvernement ? Oui, j'ai essayé de contacter le gouvernement. J'avais fait une lettre, alors c'était il y a 1 an et demi, mais j'avais pas eu de réponse. Et là, en fait, je vais le faire avec l'association. On va essayer de faire une lettre en commun, en fait, parce que, encore une fois, je suis pas du tout un cas isolé. Il y a plein de personnes qui subissent l'usurpation. Et on va essayer de faire un courrier pour alerter le ministre de la Justice. Oui. Vous avez un message à adresser aujourd'hui au ministre de la Justice que nous ferons passer directement ? Oui. Si je devais m'adresser à lui, je lui dirais « Monsieur le ministre, nous sommes des milliers de personnes à vivre et subir l'usurpation d'identité. L'usurpation d'identité, ça anéantit et ça ruine des vies, pour de vrai. Dans le quotidien, c'est quelque chose de totalement ingérable, épuisant, et nous sommes vraiment démunis. Ce que je vous demande, c'est de faire évoluer la loi, de la changer. On ne peut pas être considéré comme auteur d'infraction tant qu'on ne l'a pas prouvé. À titre personnel, j'ai l'impression qu'on me considère comme suspecte et autrice des faits, et je me demande où est la présomption d'innocence. Ce que je vous demande, ça serait vraiment de changer la loi et de regarder vraiment de beaucoup plus près ce qu'engendre l'usurpation d'identité pour toutes les personnes qui le vivent jour et nuit. En tout cas, on va transmettre votre message au ministre. Et c'est important de le dire, c'est qu'aujourd'hui, en fait, il faut que ça bouge. Moi, quand j'ai découvert votre histoire, en fait, j'ai pensé tout de suite que ça pouvait être mon histoire. En fait, parce que ce qui vous arrive, encore une fois, ça peut nous arriver à nous tous. Et ça risque de l'être, malheureusement, dans les prochains mois. Et c'est important, avec la montée de l'IA, de mettre en place des nouvelles choses. Si Monsieur le ministre répond pas à votre message, moi, je vous conseillerais directement d'aller voir un député qui pourra apporter ce projet à l'Assemblée. Et je pense que c'est peut-être la meilleure des choses à faire, en fait, c'est de trouver un député qui soit intéressé par votre sujet et qui le porte. Et je peux vous dire que vous avez de grandes chances que ça puisse arriver directement à quelque chose. En tout cas, il faut que ça bouge. Moi, je suis franchement, sincèrement, je trouve je suis fier de vous recevoir aujourd'hui parce que vous battez, en fait, du haut de vos 21 ans. Oui. Et je sais pas comment vous faites, en fait. Moi, j'aurais tout arrêté, hein, clairement. Il faut pas lâcher. Je vous avoue que moi aussi, des fois, je me demande comment je fais. Des fois, je dors pas la nuit, enfin souvent même. Et c'est vrai que je vais travailler, je vais en cours. En même temps, je gère l'usurpation, les coups de téléphone. Et c'est vrai que même moi, des fois, je me dis mais comment je fais pour tenir ce rythme ? C'est pas possible. Enfin, même moi, des fois, je me dis je souffle pas, quoi. Donc il y a quelque chose qui doit vous faire du bien quand même dans ce combat, c'est que vous travaillez. Le hasard fait à la SNCF. Oui. Le hasard a bien fait les choses, en fait. En septembre dernier, c'est vrai que mon entourage a cru que c'était une blague. Au début, ils m'ont dit « Mais c'est pas possible, tu as travaillé là où tu as des problèmes. » En gros, c'était assez drôle. Et c'est vrai que je suis bien entourée aussi professionnellement parlant et humainement. Ils sont très humains à la SNCF. Et c'est vrai que quand j'ai parlé de mon problème, c'est vrai qu'ils ont tout de suite pris les choses à cœur et ils m'ont prise au sérieux tout de suite. Et puis j'ai un soutien moral quand même aussi et c'est super important. On parlait tout à l'heure de la justice. Est-ce qu'il n'y a pas aussi quelque chose à faire en fait au niveau de la SNCF, de la RATP, des sociétés de transport pour être plus vigilant sur les documents qui sont présentés par les usurpateurs ? Alors à titre personnel du coup, par rapport à tout ce que j'ai pu voir et constater, je pense qu'il faudrait supprimer, vraiment c'est mon avis personnel, le déclaratif.
Parce que ça, en fait, c'est vraiment le pire du pire pour moi. Le fait de pouvoir décliner son identité sans document. Moi, j'ai déjà vu ça. C'est-à-dire Voilà. que je prends souvent le train et je vois quelqu'un qui dit « je m'appelle un tel, j'habite à telle adresse » et du coup, la personne, elle met l'amende parce qu'il n'a pas de document. Voilà. Moi, je pense qu'à partir du moment où on se retrouve dans cette situation, il faut toujours que les forces de l'ordre arrivent à la gare d'arrivée pour récupérer cette personne et puis s'assurer de son identité. Exactement. C'est trop simple, en fait. Voilà, pour moi, c'est ça qu'il faudrait déjà supprimer dans tous les moyens de transport, que ce soit le métro, le train, le bus, tout, parce que c'est trop facile. Si demain, je veux donner l'identité de ma mère, je donne son nom, son prénom, ses informations, personne va me dire le contraire, vous voyez, et c'est trop facile. Voilà. Moi, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'agace quand même. Et je sais que ça agace beaucoup de gens, mais du coup, en fait, en découvrant votre histoire, c'est vrai que je comprends un peu mieux parfois la SNCF. Il y a des gens en fait qui ne comprennent pas, en fait, qui ont eu des amendes parce qu'ils n'avaient pas présenté l'original de la pièce d'identité et qui montraient une carte d'identité sur leur téléphone. Oui. Et du coup, quand je suis cette amende-là, en fait, moi, je suis content de la SNCF qui fasse ça parce que c'est un début de prévention. Tout à fait. Oui, c'est une avancée en fait, et c'est très bien qu'ils le fassent. Ça va peut-être lancer quelque chose aussi pour que la RATP fasse de même, parce que moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, j'ai principalement des amendes avec la RATP. Pour mon cas, la SNCF, on fait en sorte de classer mes amendes en usurpation, parce qu'ils le savent, et vu que je travaille chez eux, ça a été ma chance, vraiment, parce que j'avais tellement d'amendes là-bas que c'était très, très compliqué. Pour ce qui est de la RATP, les amendes, en fait, une fois qu'elles sont émises par un agent, en fait, elles sont envoyées au Trésor public une fois qu'ils ont envoyé 2-3 relances de courrier. Du coup, c'est eux qui vous contactent et qui vous demandent de payer. Et donc, je reçois des courriers, parfois, pas tout le temps, et directement des saisies de la part des Trésors publics concernés. En tout cas, vous voyez, moi, mon avis a changé, en fait, parce qu'il y a un an, je vous aurais dit, ils me font chier, du coup, la SNCF, oui, c'est une carte d'identité, elle est là. Mais en fait, mon avis a changé. Je suis sûr que grâce à votre témoignage, ça va permettre déjà à des gens de comprendre, en fait, cette position de la SNCF et potentiellement de faire plus attention, d'être vigilant à comment on communique nos informations. Tout à fait. D'autant plus du temps de l'IA. Avant de conclure ce podcast, est-ce que vous avez un message à adresser à vos usurpatrices ? Un message. Si des usurpatrices écoutent ce podcast, j'aimerais qu'elles se mettent à ma place et qu'elles imaginent une vie chamboulée de A à Z, des démarches sans fin à faire à cause de leurs actions, et qu'elles arrêtent, qu'elles utilisent leur identité pour faire leur vie à elles, sans détruire celle des autres, parce que ça détruit des vies. C'est important de le dire, c'est que ça détruit des vies et que du coup, à un moment, le retour du bâton arrivera parce qu'elles seront condamnées. Enfin, en tout cas, je vous le souhaite, qu'on puisse en arriver là et qu'on puisse les retrouver. Parce que du coup, ce qu'elles font, en fait, c'est pas bien, en fait. Je l'espère, parce que c'est l'impunité qui gagne sinon. On se dit que on n'a pas été arrêté par la police, on peut continuer, et l'impunité ne doit pas gagner face à ça. C'est pas normal d'utiliser l'identité de quelqu'un pour vivre. C'est pas normal. Et j'espère que vous aurez un moment des réponses aussi, parce qu'on ne sait pas si c'est un réseau, en fait. Est-ce que plusieurs personnes ont votre carte d'identité ? Parce que du coup, en fait, les personnes sont souvent dans des villes différentes. C'est vrai qu'il y a des trafics. Moi, j'ai un jour perdu ma carte bancaire, en fait, et le policier, aujourd'hui, mais non, c'est des procédures qui sont très simples. En fait, ils font plus grand-chose. Ils prennent vos informations de votre banque, votre assurance de la banque, elle vous rembourse. Et il m'indiquait, ce policier, c'est que, en gros, sur Internet, vous pouvez acheter une centaine de numéros de carte bleue pour 5 €. Et de là, en fait, c'est au petit bonheur la chance. En fait, il y en a une qui va marcher, qui ne va pas marcher. Et grâce à ça, en fait, vous pouvez les utiliser. Moi, à l'époque, quand j'avais été arnaqué, c'était sur la location de trottinettes électriques à Paris, quand c'était possible. Et en fait, j'avais eu plusieurs prélèvements. Et en fait, on m'avait expliqué que c'est des jeunes qui achètent
pour quelques euros des cartes de crédit. Et en fait, de là, ils les utilisaient pour utiliser la trottinette électrique en ligne parce qu'il n'y avait pas des vérifications de la banque sur ce type de paiement. Donc voilà, là, pour moi, pour le coup, c'était un réseau. Et en tout cas, je vous souhaite que la personne elle soit condamnée et que du moins, que ça s'arrête et que vous repreniez une vie normale, quoi. Oui, je l'espère aussi. Et c'est vrai que malheureusement, à mon désespoir, je sais qu'il y a au moins 2 personnes. C'est la... Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite ? Toujours beaucoup de courage. On va rester sur le courage. Et toujours beaucoup de rigueur aussi dans tout ce que je peux faire. Essayer de bien garder mes dossiers à jour, de faire attention à tout bien checker, tout bien ordonner, histoire que je n'ai pas de difficulté à réexpliquer ce qui m'arrive et dans l'ordre, etc. Et surtout, j'aimerais bien retrouver une vie normale, en fait, tout simplement. Voilà. Au-delà de l'usurpation, c'est vrai que je suis quand même étudiante et jeune. J'aimerais bien pouvoir avoir une vie plutôt classique. Voilà. Sortir sans me dire, alors est-ce que je vais pouvoir payer ? Est-ce que je vais pas avoir un manque d'argent ? Parce que si la veille, je me suis fait prélever de 300 €, je peux pas aller au resto le lendemain. Enfin, vous voyez, une vie normale. Ça serait vraiment... En tout cas, c'est... idéal. C'est ce qu'on vous souhaite. Merci. On prendra souvent des nouvelles. Moi, je vous invite prochainement, pour revenir faire un update pour savoir où vous en êtes. Bien sûr. C'est important de tenir au courant nos abonnés et de savoir qu'est-ce qu'il en est. En fait, moi, j'ai hâte de vous recevoir pour l'après, dire que vous en êtes sortis et à ce moment-là, donner des conseils et peut-être faire avancer sur la vie, pour que ça soit plus un sujet. Cet épisode touche déjà à sa fin. Merci, Amina, d'avoir pris le temps de nous raconter votre histoire. Merci beaucoup à vous. Je sais que c'est pas facile d'en parler, mais votre témoignage est précieux. Il met en lumière une réalité encore trop méconnue, parce que c'est encore très méconnu tant que ça ne nous arrive pas, celle des victimes d'usurpation d'identité. Je vous trouve extrêmement courageuse. Vous continuez à vous battre, malgré l'injustice, malgré la solitude parfois, parce que des fois on se retrouve seul face à ces problèmes, malgré l'absurdité d'un système qui tarde à vous reconnaître comme victime. Et c'est ça qu'il faut retenir de votre combat, c'est qu'aujourd'hui vous n'êtes pas reconnu comme victime et c'est à vous de faire toujours le nécessaire, de prouver que votre innocence, c'est vraiment absurde. J'espère sincèrement que votre passage dans ce podcast contribuera à faire bouger les lignes. Merci encore pour votre confiance et surtout, ne lâchez rien. Merci beaucoup à vous. Et merci à vous d'avoir été avec nous et d'avoir suivi cet épisode. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à nous suivre afin de rester en contact et traverser un petit bout de chemin ensemble. Votre soutien est très important dans la poursuite de cette aventure. Et n'oubliez pas, c'est important, parlez-en autour de vous. Prenez soin de vous et à mercredi prochain pour un nouvel épisode de Nous.